Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de la relation entre le PER et la croissance des bénéfices. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo sur le PER, mais j'avais pas assez insisté sur la croissance des bénéfices. Donc je me suis dit bon, que j'allais faire une deuxième vidéo pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, en fait, sur mon fichier Excel, je vous ai montré donc trois sociétés. Donc c'est un exemple. Il y a la société A, la société B, la société C. Donc la A, elle a une croissance de 15% par an. La B, elle a une croissance de 2% par an. Et la C, elle est en forte décroissance. En fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur la société A, donc, on a acheté l'action au prix de 10 euros. Le bénéfice net par action, supposons qu'on soit en 2020. Donc, le bénéfice net par action, il est de 60 centimes. Donc, on l'a payé à un PER de 16,67. Donc, 16,67, ça paraît relativement cher quand même. C'est pas bradé. Et comme la société, en fait, elle fait 15% de croissance par an, ben, c'est-à-dire qu'en 2021, on va avoir un BPA de 69 centimes. Puis ensuite, en 2022, de 79 centimes, et ainsi de suite. Et en 2025, le bénéfice net par action, il sera de l'ordre de 1,21 €. Et en fait, par rapport à notre prix d'achat, qui est de 10 euros, ça nous donne un PER de 8,29. Là, on voit quand même une forte diminution du PER par rapport à notre prix de revient. La société B, elle fait une croissance de 2% par an. Donc pareil, on l'a acheté à 10 euros. Donc le bénéfice net par action est de 70 centimes. Elle fait 2% à chaque fois de croissance. Et en 2025, elle a un bénéfice net par action de 77 centimes, ce qui donne un PER par rapport à notre prix d'achat de 12,94. Donc déjà, entre la société A et la société B, bah, on remarque que la société A, en fait, en 2025, vu la forte croissance, bah, ça va permettre d'avoir un PER qui sera au final plus faible que celle que la société B, en fait. Puis ensuite, on a la société C, qui elle est en forte décroissance. Donc pareil, on l'achète à 10 euros. Donc là, le bénéfice net par action en 2020, il est de l'ordre de 1 euro. Donc on voit que c'est plus élevé que les deux autres sociétés, hein. Donc, elle a un PER de 10 en 2020. Et on voit que c'est à ce niveau-là, sur l'année 2020, c'est la société la moins chère parmi les trois. Malheureusement, elle, comme elle fait de la décroissance, donc on voit qu'en 2021, le bénéfice net par action, il passe de 1 euro à 85 centimes, puis en 2022 à 80 centimes, etc. Et en 2025, il est à 62 centimes. Et donc le PER par rapport à notre prix d'achat qui est de 10 euros, il ressort à un niveau de 16,08. Donc on voit qu'en 2025, en fait, la société C, finalement, elle a un PER qui sera plus élevé par rapport à notre prix d'achat, bien entendu, sera plus élevé que la B, qui elle sera plus élevée que la A. Donc en fait, à partir de cet exemple, on peut en tirer quelques conclusions. Donc la première conclusion, c'est il ne faut pas négliger la croissance des bénéfices. La deuxième, c'est que plus la croissance des bénéfices est forte, et plus l'action devrait se payer sur un PER élevé. La troisième conclusion, c'est que acheter une action ayant un PER faible, c'est un investissement qui est perdant si les bénéfices sont en décroissance. Et ça, on le voit bien. On voit que la société C, au départ, on l'achète en 2020 un PER de 10, on se dit, ouais, c'est la moins chère parmi les trois sociétés. Mais comme elle fait de la décroissance, bah, finalement, le bénéfice net par action, il est de 62 centimes. Et donc là, en fait, c'est un investissement qui est perdant parce que le fait que les bénéfices baissent, eh ben, les investisseurs en 2025, ils seront déjà déçus, ils auront vendu, donc le cours il aura chuté. Et au niveau du pricing, en fait, bah, pour une société qui est en décroissance, les gens ils vont dire qu'elle vaut peut-être maximum un PER de 8, peut-être, ou même de 7, bon, disons 8. Et si on applique un PER de 8 en 2025, ben on fait là, on prend le bénéfice net par action qui est de 62 centimes, je multiplie par 8 et ça me donne en fait une target price de 4,96 €. Or, je l'ai acheté à 10 euros. Donc en gros, je perds plus que 50% sur mon investissement. Donc là, ça, c'est carrément une value trap. La société C est une value trap et c'est parmi les trois sociétés, c'est le pire des investissements. Alors que quand on regarde la société A, alors au départ, elle avait un PER qui était un peu plus élevé, mais grâce à sa forte croissance, ben, au final, ça va être le meilleur investissement parmi les trois. Pourquoi? Parce que d'une part, le bénéfice net par action, il passe de 60 centimes à 1,21 €. Mais comme elle a réalisé une forte croissance,
Les investisseurs, eux, ils vont appliquer une prime en fait au niveau des multiples. Il y aura un re-rating. Et donc du coup, pour beaucoup d'investisseurs, ils vont dire que bah, la société A, elle mérite de se payer sur des PER de l'ordre de 20, voire plus que 20. Donc si par exemple je prenais un PER de 20, parce que les gens ils se disent que ça vaut un PER de 20, eh ben, on fait 1 euro, donc le bénéfice net par action qui est de 1,21 €, je ferai 1,21 € fois 20. Et donc là, ça me donnerait une target price de 24 euros. Or, en 2020, je l'ai acheté à 10 euros. Donc là, je ferais plus que 100%. J'aurais plus que doublé mon argent. Donc voilà, donc en fait, donc ça, c'était ma troisième conclusion. Donc la quatrième conclusion, c'est qu'il vaut mieux acheter une société qui a un PER un peu plus élevé, mais qui est en forte croissance. Alors bien entendu, hein, il faut éviter de surpayer. Il faut éviter d'acheter des actions qui ont des PER de 50 ou de 100 ou de 200. Parce que là, c'est compliqué. C'est rare que des sociétés puissent avoir des croissances annuelles de l'ordre de 50% ou de 40% et de les tenir. Donc, il faut éviter de surpayer. Donc, éviter les PER trop élevés. Mais voilà. Mais du coup, il vaut mieux, à travers cet exemple, on voit qu'il vaut mieux acheter une action qui a un PER de 20 et qui fait 20% de croissance par an, plutôt qu'une action qui, par exemple, a un PER de 10 et qui ferait que 2% de croissance par an. Voilà, sur du moyen long terme, celle qui a un PER de 20 aujourd'hui, mais qui va faire 20% de croissance par an, pendant par exemple les 10 prochaines années, au final, ce sera beaucoup plus rentable d'être sur cette action-là. Alors, attention, voilà, la difficulté, en théorie, ça paraît facile de dire ça, mais la difficulté, c'est d'être capable d'estimer la croissance. C'est très difficile, et il est vraiment très difficile d'être certain que telle ou telle société va générer 20% de croissance par an sur les 10 prochaines années. Donc voilà. Je voulais également évoquer un point pour moi qui me paraît important. C'est que je vois que dans le milieu professionnel où il y a beaucoup de gens qui aiment bien opposer value, enfin société, des sociétés value, donc valeur, hein, avec des sociétés de croissance, donc growth. Moi personnellement, je trouve que c'est une bêtise d'opposer la value et la croissance. Parce que pour moi, en fait, la croissance, c'est primordial, en fait, c'est important, et c'est une composante de la value. Et c'est-à-dire que quand on analyse une société et qu'on regarde la valorisation en disant je veux acheter une société value, il y a toujours d'autres caractéristiques qu'il faut analyser, comme la rentabilité, le bilan, l'endettement, etc., etc. Mais il y a une des composantes qu'il faut également analyser, c'est la croissance des bénéfices et la croissance des cash flows. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, une société qui ne fait pas de croissance, qui est en décroissance, même si elle a un multiple de valorisation comme un PER qui est faible, pour moi, ce n'est pas de la value. C'est de la value trap. Donc c'est une société qu'il faut éviter. Alors bien entendu, hein, le but du jeu, alors pour moi, le but du jeu, bien entendu, c'est de dénicher des actions qui vont avoir de faibles PER et qui vont faire en fait, qui vont faire en fait enfin, qui vont faire une forte croissance. Il faut trouver des sociétés qui vont générer des fortes croissances, mais les payer idéalement à des faibles PER. Donc ça, on peut le trouver sur c'est pas facile, mais à certains moments, parfois, c'est possible d'en trouver, mais plutôt sur des small caps ou des micro caps, parce que là, il y a moins d'efficience sur les marchés, sur ces compartiments-là. Mais voilà, je vais vous montrer un exemple. Pour moi, c'est la société idéale. Donc, c'est voilà, la société C bis qui a une croissance, par exemple, de 15% par an, mais qui va se payer sur un faible PER. Donc là, on peut le voir, hein. On va l'acheter, admettons, en 2020 à un prix de 10 euros. On voit que le bénéfice net par action, il est de 1,10 €. Donc ça nous donne un PER de 9. Donc on va acheter la société sur un PER de 9. Et comme elle fait en fait chaque année 15% de croissance, et bien en fait en 2025, elle va avoir un bénéfice net par action de 2,21 €. Donc par rapport à notre prix d'achat qui est de 10 euros, ça va nous donner un PER de 4,52. Donc sur ce genre de société, si admettons j'applique un PER, parce que comme c'est une société qui est en forte croissance, au bout d'un moment, il y aura un re-rating,
Et les gens, ils vont vouloir la pricer à des multiples beaucoup plus élevés. Ils vont se dire, ah bah attends, c'est une société de croissance, elle mérite de se payer sur des PER peut-être voilà, de l'ordre de 20. Même peut-être au-delà de 20, même peut-être ça peut être 22, 23, même 25. Donc ça va dépendre aussi des secteurs et si elle est dans un secteur qui est à la mode, donc voilà, ça va dépendre. Mais supposons que elle mérite, enfin que les investisseurs sont prêts à la payer sur un PER de 20. Ben, dans ce cas-là, la target price, en fait, elle vaudrait donc le bénéfice net par action de 2,21 €, 2,21. Je multiplie par 20. Et donc là, elle vaudrait 44 euros. Donc par rapport au prix que j'ai acheté à 10 euros, c'est-à-dire que je pourrais multiplier mon argent par 4 en l'espace de 5 années. Donc voilà, donc c'est pour vraiment vous dire que la croissance des bénéfices est super important. Il faut surtout pas la négliger. Donc voilà, à partir de là, je voulais vous parler, donc je vous parle d'un ratio qui met en relation le PER et la croissance du bénéfice par action. Et donc ce ratio-là, il s'appelle le PEG. On va aller sur ma slide. Voilà. Donc là, vous avez le PEG qui veut dire Price Earning Growth. Et donc lui, le PEG, il met en relation le PER avec la croissance des bénéfices nets par action. Donc en fait, sa formule de calcul, en fait, c'est la suivante, c'est le PER divisé par le taux de croissance annuel du BPA. Et donc voilà, donc ça c'est un ratio qui est intéressant, ça peut être utile de l'utiliser. Et en fait, plus le PEG il sera faible, et plus l'action sera sous-évaluée. Et en général, en fait, on dit qu'une action qui a un PEG inférieur à 1 est sous-évaluée. Donc voilà, et plus c'est faible, par exemple 0,5, c'est encore plus intéressant, 0,2 encore plus, etc. Donc plus c'est faible et plus il y a un signe de sous-évaluation. Donc voilà, donc par exemple, si j'ai une action qui a un PER de 12 et qui a un taux de croissance annuel de son BPA de 15%, alors je vais obtenir en fait un PEG de 0,8. Et 12 divisé par 15, ça donne 0,8. Et donc là, on va dire que l'action, elle sera sous-évaluée. Donc ensuite, slide suivante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux méthodes de calcul au niveau du PEG. Donc la première, c'est celle qui va se baser en fait sur la croissance des bénéfices historiques. Donc là, en fait, on va pas essayer de faire d'estimation. Donc on n'a pas besoin de, voilà, on va pas faire d'estimation. En fait, on va prendre le PER du dernier bénéfice connu. Donc par exemple là, aujourd'hui, on est en 2022. Donc là, on a la publication des bénéfices sur l'exercice 2021, donc sur l'année 2021. Donc là, on va prendre le bénéfice de l'année 2021. Et puis voilà, et puis on va calculer notre PER. Et concernant la croissance du bénéfice net par action, on va faire une moyenne sur les 5 dernières années. On va prendre le bénéfice net par action des 5 dernières années et on va faire une moyenne. Donc là, on va pouvoir calculer notre PEG. Voilà. Et il y a une deuxième méthode. Donc là, donc là, on va plutôt regarder donc le futur, hein. Donc là, on va se baser sur le taux de croissance des bénéfices futurs. On va prendre un PER qui sera estimé sur l'année en cours. Il y en a, ils font sur l'année en cours ou l'année N+1. Et on va prendre un taux de croissance du bénéfice net par action qui sera estimé soit sur l'année en cours ou sur l'année N+1. On va faire le ratio. Et puis, bien entendu, plus le PEG sera faible et plus ce sera intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux méthodes, bien entendu, si on prend par exemple la même entreprise, ces deux méthodes ne vont pas aboutir sur les mêmes résultats. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser en fait la même méthode sur plusieurs entreprises. Mais c'est-à-dire, si enfin, que ça soit celle-ci ou celle-là, dès qu'on choisit une méthode, faut garder la même méthode en fait. Je vais vous donner un exemple. Hop là, donc voilà. Donc par exemple, le cas numéro 1, alors l'action elle a un PER de 10 et elle a un taux de croissance annuel de son BPA de 2%. Donc là, on voit que dans cet exemple, que le PER, il est faible, hein, il est de 10, mais que quand on divise 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc là, on a un PEG de 5. Et dans le cas numéro 2, on va voir l'action, elle va avoir un PER de 20, qui sera plus élevé que le cas numéro 1. Mais elle a un taux de croissance annuel de son BPA qui sera de 25%. Donc là, si je fais 20 divisé par 25, ça donne un PEG de 0,8.
Donc là, dans cet exemple, c'est-à-dire en regardant le cas numéro 1 et le cas numéro 2, on voit que le cas numéro 2 est plus intéressant que le cas numéro 1. Il vaut mieux acheter l'action qui a un PER de 20 et qui fait un taux de croissance annuel de son BPA de 25%, plutôt qu'acheter une action qui a un PER de 10 et qui fait un taux de croissance annuel de son BPA de 2%. Voilà. Mais voilà. Mais par contre, comment dire ça? C'est ce qui est important de savoir, c'est que c'est comme je vous l'avais dit, c'est très difficile de se projeter, c'est très difficile d'estimer une croissance future. Donc là, dans mon exemple que je vous ai montré, évidemment que le cas numéro 2 est plus intéressant. Mais si jamais les années suivantes, je vais vous montrer là sur Excel, en fait, le cas numéro 2, il peut ne pas être intéressant si il y a une croissance de 25% sur l'année plus 1, mais qu'ensuite les années suivantes, s'il n'y a pas de croissance, dans ce cas-là, ce ne sera pas si intéressant que ça. Donc, je vais vous montrer. Alors voilà. Donc là, c'était mon exemple. Supposons, vous voyez là, alors, supposons que là, vous voyez alors là, on a un PER de 20, voilà, dans cet exemple-là. Si jamais la société elle fait une croissance de 25%, donc on passe de 20 à un PER de 16. Parce que là, elle a fait 25% de croissance au niveau de son bénéfice. Elle passe de 1 à 1,25 €. Mais imaginons ensuite les années suivantes, donc 2022, 2023, 2024, 2025, elle fait 2% par an de croissance. Bah, dans ce cas-là, le bénéfice net par action va passer de 1,25 à 1,28, puis 1,30, 1,33, 1,35. On va voir que le PER, finalement, bah, il va diminuer, mais beaucoup plus lentement qu'entre l'année 2020 et 2021. Donc en 2025, on aura un PER de 14,78. Et si je reprends en fait ici là le cas numéro 1 où là j'avais un PER de 10, hop là, qui était ici, parce que j'achète l'action à 20 euros, il y a un bénéfice net par action de 2 euros. Ben, elle, si elle fait 2% de croissance à chaque fois, bah, le bénéfice net par action, il va passer de 2 euros à 2,20 à 2,21 €. Donc oui, la croissance, elle est faible mais constante. Et du coup, le PER en 2025, il sera quand même de l'ordre de 9,06. Donc si je compare ça, enfin, ce cas numéro 1 au cas numéro 2, mais que le cas numéro 2, admettons la croissance qui est de 25%, elle est juste en 2021, et qu'à partir de là, bah, elle ralentit puis qu'elle est que de 2%, bah, il vaut mieux en fait acheter l'action qui est dans le cas numéro 1. Voilà. Par contre, bien entendu, hein, si là, l'action qui est dans le cas numéro 2, elle fait 25% de croissance, et que ces 25% de croissance, c'est vraiment chaque année, bah là on voit que ça fait le bénéfice. Donc là, on est ici, hein. Bah là, on voit que le bénéfice, il va passer de 1 euro à 1,25, puis à 56, 1,95, 2,44, puis à 3,05. Et donc le PER, en l'espace de 5 années, on va passer direct de 20 à 6,55. Donc là, ça va être la situation la plus favorable. Voilà, mais bon, je reviens sur le fait que c'est très difficile d'estimer une croissance future sur du long terme. C'est vraiment très difficile. Voilà, je vais vous montrer un exemple un exemple concret enfin, je vais vous montrer comment on calcule un PEG en utilisant donc les deux méthodes de calcul. Voilà, donc par exemple, celle qui va se baser sur le taux de croissance des bénéfices futurs. Je prends l'exemple par exemple de LVMH. Donc pour le PEG, donc si je prends ce cas-là, on va estimer donc le PER donc sur l'année 2022. Et on va prendre le taux de croissance entre 2022 et 2021. Donc par exemple, donc là je suis sur la fiche LVMH. Donc voilà, le cours il est à 6 euros, enfin il est à 671,8 euros. Et 671,8. Et je divise par le bénéfice net par action, par exemple de 2022, ici, qui est de 26,47. Donc voilà, c'est vraiment un exemple, hein. Ce chiffre, il n'est pas forcément juste, c'est une estimation faite par des analystes. Hop là, donc là, ça me donne un PER de 25,37, enfin 25,38 en arrondissant. Et en fait, on voit que la croissance des bénéfices entre 2021 et 2022, donc on passe de 23,89 à 26,47, une croissance de environ 11%. Là, si je divise par 11, hop là, j'ai un PEG de 2,30. Voilà, le PEG pour LVMH, il sera de 2,3.
si je fais ça en utilisant cette deuxième méthode. Si j'utilise cette première méthode qui se base sur la croissance des bénéfices historiques, et je prends par exemple une croissance sur les 5 dernières années, donc voilà, alors, je vous montre un exemple. Hop là, donc, alors ça, je ne sais pas si c'est juste, alors je ne l'ai pas étudié le VMH, donc 2021, le bénéfice, là, on passe de 9, donc on était à 14 en 2019, on est tombé à 9, bon, là c'était à cause du Covid, on est passé à 23. Je ne sais pas s'il y a de l'exceptionnel, hein. S'il y a de l'exceptionnel, il faudrait le retraiter, il faudrait le retirer. Mais bon, là c'est vraiment un exemple, là c'est juste pour vous montrer comment on le calcule. Du coup, pour la première méthode, donc je vais prendre, alors on prend le PER du dernier bénéfice. Donc là, je prends le PER, donc pour le bénéfice de 2021, qui est de 23,89. Donc le PR, alors je fais 671,8. Donc ça, c'est le cours de l'action. Je divise par 23,89. Donc là, j'ai un PER de 28,12. Ensuite, bah, j'ai pris donc les bénéfices par action des 5 dernières années. Donc, enfin, de 2016 à 2021. Donc là, j'ai estimé la croissance. Enfin, j'ai calculé plutôt la croissance. Et ça m'a donné en fait un taux de croissance annualisé de 24,27 entre 2016 et 2021. Donc voilà, donc on passe de 8 à 23,89, ça donne une croissance de 24,27. Et là, si je divise par 24,27, j'ai un PEG de 1,15, enfin 1,16. Donc vous voyez que là, on est quand même loin du PEG en utilisant l'autre méthode. Donc voilà, voilà, c'est une méthode à choisir. Ça donne des résultats qui sont quand même très différents. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer comment on fait pour calculer. Moi, de manière générale, j'utilise plutôt la méthode. Enfin, je fais enfin, j'utilise plutôt cette deuxième méthode. C'est-à-dire que je vais regarder plutôt les bénéfices futurs. Je vais essayer de faire une estimation. Alors moi, c'est des estimations que je fais en général. J'utilise pas le bénéfice net par action qui est fait par les analystes. C'est-à-dire que j'essaye moi-même d'estimer les bénéfices par rapport à voilà, la connaissance que j'ai sur l'entreprise. Voilà, ça je peux avoir faux, hein, mais j'essaie de faire mes propres estimations et ensuite, je calcule, mon propre, voilà, PER et mon propre, PEG. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez commenter, hein, vous pouvez voilà, me laisser des commentaires et voilà et puis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.